Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si elle a vocation à être pérennisée, peut-être. Là, l'idée, c'est surtout de vous proposer un autre format d'analyse, une présentation d'entreprise. Un peu plus compliqué sur Twitter, donc je pense que YouTube, c'est clairement le bon outil. Donc on va parler de Navia, évidemment une entreprise que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Je suis actionnaire depuis, on va dire, juin-juillet, mais je suis l'entreprise depuis 4 ans, ainsi que le secteur. Donc l'idée c'est vraiment de donner des éléments, pas du tout de vous influencer dans vos décisions, mais plus de vous donner une aide finalement et une compréhension de cette entreprise qui est assez complexe, mais qui fait parler, je trouve. Donc c'est un sujet à approfondir. Euh, cette, euh, cette présentation donc, a été mise à jour, je crois qu'il y a 2 3 jours, et qui a été rendue disponible par l'entreprise. En fait, une version améliorée, si on veut, de la présentation à laquelle j'ai assisté en octobre en physique. Le management avait réuni quelques actionnaires du coup aux échos, dans les bureaux des échos, et puis on avait pu du coup avoir la présentation, poser nos questions, puis échanger après plus en off avec les dirigeants. C'était très intéressant et donc du coup j'ai envie de vous donner ma compréhension de cette présentation et plus largement la compréhension de l'entreprise. Donc voilà, je vais essayer d'être assez rapide pour pas non plus faire une vidéo de 15 ans et j'espère que vous apprécierez. Donc, on commence, on ne s'est pas présent dans la présentation directement, je vais du coup le faire, juste pour présenter rapidement ce que fait Navia. Donc, Navia, en fait, ils construisent des véhicules autonomes depuis maintenant, on va dire 2014. Ils ont racheté notre entreprise avant, mais bon, c'est une entreprise qui est là depuis quelques temps sur la partie véhicules autonomes et qui ambitionne du coup de faire le transport de passagers et de biens en autonomie. Donc, le marché, qu'est-ce que c'est? Le marché de Navia, c'est un marché qui est encore petit, qui est en expérimentation, qui était estimé à peu près à 300 véhicules en 2018 et qui est estimé à 12 600 véhicules en 2025. Pourquoi une si forte accélération? C'est tout simplement que maintenant, on expérimente, puisque la technologie n'est pas encore prête et sur le point d'être, mais surtout que la loi n'est pas prête. Ce qui veut dire qu'il y a une double contrainte pour l'émergence de ce marché et que en fait tout est en train de se déverrouiller depuis quelques mois, années, notamment sur la partie loi. On a eu récemment des textes venant de la France avec une intention 2020-2022 d'accélérer pour rendre en fait les véhicules légaux en 2022. Donc en fait, tout est en train de s'accélérer. C'est ce qui pique vraiment le gros pic qu'on voit ici finalement entre 300 véhicules il y a encore 2 ans à 12 600 en 2025. Donc ça représenterait finalement une valeur marchande de 1,7 milliard. Et dans d'autres analyses donc, qui ne figurent pas ici, j'ai vu moi du coup une inflexion encore plus forte en 2030. Donc on voit que ça presque double chaque année entre 2018 et 2025 et ça va encore s'accélérer jusqu'à 2030 avec une valeur de marché qui avoisinerait les 18 milliards en 2030. Donc on sent qu'il y a un peu de momentum. Et pourquoi ce momentum-là? C'est parce que ça répond en fait à un réel besoin sur la partie transport, puisque il y a une pénurie mondiale en fait de chauffeurs et donc du coup les lignes ne sont pas forcément bien desservies et donc on voit là il explique très bien en fait qu'ils peuvent réduire par deux le coût d'une ligne d'ici 2025 et donc ce qui permettra finalement aux opérateurs de mettre des bouts de ligne avec des véhicules autonomes, surtout des navettes. Donc ouais, quels sont les vecteurs en fait qui poussent finalement le business de Navia? Il y en a 6. Donc il y a la demande de solutions de transport écologique, forcément, on entend parler de green tout le temps, donc ça c'est assez évident. Il y a l'optique de la smart city, ce qui commence à émerger aussi. Donc on parle de plus en plus de villes connectées, intelligentes, donc ça s'intègre carrément dans cette optique-là. Il y a la maturité technologique, donc j'en parlais un peu en préambule. La techno commence à être prête. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, mais là, et d'ailleurs Navia l'a prouvé, donc on entend souvent parler de Châteauroux et de leur expérimentation, c'est une vraie innovation technologique de pouvoir rouler maintenant sans chauffeur, ça répond aux besoins. J'en parlais aussi, donc le cadre réglementaire qui évolue de manière rapide. Il y a beaucoup de pays là qui commencent à avoir des intentions. La France l'a fait en novembre. L'Allemagne serait potentiellement le premier pays à autoriser les véhicules autonomes avec un texte qui doit être voté en juin 2021 pour être mis en place en 2022. Donc c'est assez imminent. Et puis dans beaucoup de pays, c'est aussi le cas en Asie notamment. Les US, on ne sait pas trop encore, mais ça devrait pas mal bouger. Il y a un cadre réglementaire. Il y a des nouvelles tendances en mobilité, donc on le voit un peu partout, que ce soit dans les grandes villes ou autres.
On a maintenant plein de trottinettes, des vélos, etc. Donc la mobilité, ça change et ça en fait partie. Enfin, ça permet en fait de réduire le coût tout simplement de la mobilité. Donc c'est un avantage pour les opérateurs de pouvoir finalement créer des lignes de transport qui n'existent pas. Parce qu'il faut bien rappeler que l'objectif c'est pas de remplacer les chauffeurs de bus euh, qui ont un métier, qui ont une utilité, c'est de pouvoir proposer des nouvelles lignes qui n'existent pas parce que trop cher et pas assez exploité, mais avec une navette autonome en fait ça pourrait marcher. Donc un rappel intéressant de Navia pour expliquer un peu où ils en sont et ce qu'ils font. Ils distinguent en fait les différents niveaux d'autonomie. Il y en a 5, même 0, enfin même 6 si on part du 0, avec du coup les différents niveaux d'assistance jusqu'au niveau 5. Il y a souvent une bataille en fait à ce niveau-là, et une confusion, et ils font bien de le rappeler entre le niveau 4 et le niveau 5. On entend beaucoup parler de Tesla, de Google qui est en fait Waymo, enfin Waymo qui est Google, de Cruise, de Zoox, de Uber, etc. qui sont eux en fait sont sur quelque chose de complètement différent, c'est le level 5, ce qui veut dire en fait qu'ils veulent faire des voitures qui conduisent de partout. Absolument partout, dans toutes les conditions, ce qui est très compliqué, ce qui demande des gros milliards des gros dépenses en dizaines de milliards de dollars par an. Navia c'est différent, et les acteurs qui sont sur le level 4 c'est différent. La grosse différence en fait elle vient du fait que dans le niveau 5, toutes les conditions sont réunies, le véhicule peut tout faire. Dans le niveau 4, le véhicule peut tout faire dans des conditions prédéfinies, c'est-à-dire dans un endroit qui est paramétré avec un parcours qui est déjà enregistré à l'avance dans des conditions différentes et une vitesse différente. Donc, et là, vraiment, c'est la grosse différence entre les deux niveaux. Il y en a un qui est clairement accessible, un où on ne sait pas et qui demande beaucoup d'investissement. Donc, Navia joue entre guillemets plus petit, mais plus réaliste, et ce plus petit-là est quand même un énorme marché, on le verra par la suite. Donc la solution techno de Navia, donc là il y a quelques KPIs, je vous laisserai les parcourir sur la présentation, juste revenir sur certains qui sont finalement vraiment le pouvoir R&D de Navia. On le voit ici, hein, c'est donc le top 3 des centres R&D en Europe. Sur le véhicule autonome, donc c'est quand même énorme, et on intègre là-dedans des gros acteurs qui peuvent être des Allemands, BMW, Mercedes, etc., même sur le level 5, Navia est dans le top 3 au niveau véhicule autonome en termes de R&D, de nombre de personnes. Bon voilà, après sinon les partenaires qui sont assez prestigieux aussi de Navia, la situation avec du coup déploiement dans 23 pays, on y reviendra, un business model sans usine aussi, on y reviendra, et puis l'implantation internationale. Donc là c'est assez intéressant, c'est sur l'histoire en fait de Navia. Donc je pense que peu de monde le sait, mais en fait Navia est très très vieux, donc là on est en 2020, 2021 même maintenant. Mais Navia en fait vient de 2024 et du rachat en fait d'Induct, qui était une start-up de véhicules autonomes. Donc on part de 2024 jusqu'à 2021, ce qui nous donne 17 ans finalement de R&D sur le véhicule autonome. Et donc Induct à l'époque avait créé en 2009, il me semble, Navia, qui voulait dire en fait navigation par intelligence artificielle, donc ce qui a donné finalement Navia. Donc ils ont mis un Y pour le fun, mais donc c'est ce que ça veut dire. Navia, c'est navigation par intelligence artificielle. Donc voilà. Ensuite, bon, ils ont fait de la levée de fonds, ils ont levé 113 millions depuis la création. Ça n'intègre pas d'ailleurs la dernière levée de Kepler, donc on est plus autour de du coup 135 millions. Et vous voyez du coup tout ce qui s'est passé avec le déploiement qui a vraiment commencé en 2015. Donc là on était sur de l'expérimentation, là il y a eu des gros projets européens de développement. Là ça s'est un peu tassé en 2019 à cause du Covid, en 2020 pardon, à cause du Covid sur le S1, mais en fait c'est censé accélérer au S2. Il y a quand même pas mal de projets qu'on a pu voir, et donc ça devrait accélérer ensuite, comme je le disais en préambule, en 2021-2022. Et là, il y a vraiment un fait assez marquant qu'ils ont rajouté d'ailleurs dans la présentation, qui n'était pas présente. C'est le Powered by Navia. En fait, c'est un virage stratégique qu'on va expliquer en 2019 pour un peu changer de dimension. Pourquoi Navia est très considéré dans le secteur?
C'est parce que beaucoup disent qu'ils ont la meilleure techno sur la partie niveau 4. L'année dernière, ils ont reçu donc de Force Sullivan le prix du meilleur, de la meilleure technologie. Donc c'est un analyste indépendant californien qui est très présent dans l'industrie et qui disait que Navia était vraiment la meilleure technologie. Et de manière plus officielle, l'année dernière, il y a eu, en 2019, pardon, il y a eu un challenge à Dubaï, donc qui est détaillé, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, où Navia a gagné 2 prix sur 3, donc parmi 17 candidats, 5 finalistes, Navia a gagné 2 prix sur 3, dont je pense le plus important, peut-être même les deux plus importants, qui vont être du coup la meilleure reliability, comme on dirait, finalement c'est la meilleure performance, si on veut, clairement, c'est celui qui marche le mieux. Et aussi les customer experience. Et ce qui est, je pense, un des gros points importants, c'est en fait ce qu'on offre aux clients dedans, dans les navettes. Donc, ils sont clairement leaders sur la techno, ou parmi les leaders en tout cas. Donc, c'est quand même bon signe. Là, ce que fait Navia, je pense que c'est peut-être la slide la plus importante pour que vous compreniez ce que fait Navia, et j'en parlais tout à l'heure, le changement stratégique opéré par Navia. Euh, Clairement, en 2019, ils ont changé de dimension, ou du moins de stratégie, en ne devenant plus un constructeur de navettes, mais en fait une entreprise technologique qui va fournir des solutions pour les véhicules autonomes. Donc on le voit ici, avec du coup le déploiement de la Evo, mais surtout en fait ici, avec des choses que je pense beaucoup ne savent pas. Navia était sur le transport de passagers, se lance sur le transport de biens avec du coup un tracteur qui a été, on va dire, un peu en partenariat avec Charlotte Manutention sur la T135, qui est la référence la plus vendue au monde en termes de tracteur logistique, qui est à la fois utilisé dans les aéroports mais aussi dans les entrepôts. Et en fait, Navia a déployé sa technologie au même titre où là, en fait, ils ont construit la navette et ils ont du coup mis leur capteur, etc. Là, ils sont partis sur un véhicule tiers et en fait, ils ont mis leur capteur dessus pour le rendre autonome. Donc, ce tracteur a été testé fin 2019 chez Air France, en début 2020 chez Geodis, et donc ils annoncent une commercialisation en 2020. Donc, je pense que ça a commencé déjà à être déployé. Euh, Ça va encore être de l'expérimentation, forcément, encore quelques mois, quelques années, pour que la technologie soit encore renforcée. Mais il y a clairement cette flèche, si on veut, à l'arc de Navia d'attaquer en fait le transport de biens. Enfin, pareil, je pense que c'est pas très connu, mais donc toujours dans cette logique de faire de la licence. Navia est en train d'automatiser en fait une base roulante. Donc une base roulante, ça servirait à quoi? Ça servirait en fait à avoir une base qui se conduit toute seule, sur laquelle en fait on peut rajouter un module qui peut être de toutes sortes finalement, qui peut être un outil de désinfection, par exemple on pense au Covid, hein, mais une cabine de désinfection dans les gares, on a vu des robots qui faisaient de la livraison, enfin qui faisaient de la désinfection dans les gares. Ça peut être une cabine de livraison comme un peu fait Nuro ou Neolix en Chine, où du coup la plateforme se roule toute seule et puis nous on vient mettre un module, enfin le constructeur ou l'équipementier vient mettre un module de livraison, etc. Mais l'idée c'est d'avoir une plateforme qui se conduit toute seule pour proposer des mobilités autonomes. Et donc l'idée, c'est d'apporter une technologie niveau 4 à toutes ces plateformes, et Navia pense pouvoir y arriver à court terme. Là, c'est très technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est clairement le véhicule autonome, la conception, vous pourrez le parcourir, il n'y a pas d'intérêt à rester trop là-dessus. Là, c'est pareil, c'est l'architecture. Si vous êtes passionné, allez-y. Moi, je l'ai lu, mais bon, c'est pas forcément utile dans la vidéo. Là, c'est intéressant. C'est la partie en fait service de Navia, qui est censé en fait devenir le business model de l'entreprise. L'entreprise ne va pas faire de chiffre d'affaires en vendant des navettes, en vendant l'autonome tract ou des plateformes. L'idée de Navia, et je pense qu'elle est clairement bonne, c'est de devenir en fait un partenaire technologique. Donc Navia développe la plateforme de conduite, l'ordinateur si on veut, l'intelligence artificielle, et en fait va déployer ce logiciel
sur les véhicules. Et donc ce que va vendre Navia, c'est le logiciel de conduite, forcément, donc en mode licence, comme un logiciel, va vendre aussi l'architecture capteur, parce que du coup, ils ont un savoir-faire dans où mettre les capteurs. Donc, quand ils vont aller voir, je ne sais pas, je prends un exemple Renault, où Renault va venir voir Navia pour créer une navette ou un truc de transport, etc., Navia va vendre son savoir-faire dans la construction de ce véhicule-là, des frais d'ingénierie si on veut. Voilà, donc c'est assez courant dans ce milieu-là. Et enfin, Navia, une fois vendu cette ingénierie-là, mais aussi la technologie de conduite, qui sera, je pense, en licensing mensuel ou annuel, va aussi vendre un autre volet de service qui s'additionne en fait à ces deux autres-là, qui vont être du coup de la formation, de la mise en service, des plateformes de gestion de flotte, de la maintenance et de l'utilisation des données. Donc il y a tout un package qui sont en train de développer et qui est d'ailleurs de plus en plus visible dans le chiffre d'affaires et qui va l'être de plus en plus. Les services croissent plus vite que les navettes qui sont mises en service. Et c'est du coup toute l'idée d'être un partenaire technologique et pas du tout un constructeur automobile. Et donc je pense qu'il y a une grosse confusion qu'ils essayent de clarifier. L'entreprise a été très mal introduite. Elle a été introduite comme un constructeur de navettes, alors qu'en fait, ça aurait dû être clairement introduit comme une entreprise de logiciel, une tech, tout simplement. Donc là, du coup, je pense que ça pourrait faire un peu de bruit sur Navia s'ils y arrivent, mais ils donnent clairement leur ambition. Ils sont du coup positionnés sur la partie navette et tracteur de bagages qu'on a vu avant, donc sur un marché adressable de 100 000 pièces. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des premières slides, on parlait de la taille du marché de 1,7 milliard, qui était du coup de 12 600 pièces. Là, la taille du marché avec les navettes et les tracteurs à terme, ou même pas à terme, mais à horizon 10 ans, c'est 100 000 pièces. Donc ça représente plus du double, enfin, 10 fois ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on était à 1,7 milliard, donc là on est à 15 milliards si on veut sur ce marché-là, sur 100 000 unités. Et le marché potentiel de Navia, en fait, il est bien plus large que ça, il est à 10 millions d'unités équipées de solutions Navia, qui sont en train d'attaquer en fait. Donc ils s'attaquent aux bus, à tout un univers lié à l'aéroport, donc les chariots de transport, les tracteurs de terminal, les chargeurs à courroie. Bon, après c'est un peu technique, c'est des outils d'aéroport, mais on voit clairement l'idée en fait d'automatiser l'aéroport. Je sais que Navia est très proche de Fayat Group, donc le groupe avec lequel ils ont construit le chariot. C'est un gros groupe industriel français qui est très présent en aéroport. Je me dis qu'ils ont sûrement l'idée de vouloir automatiser pas mal de leurs outils. Bon, que ce soit Fayat ou d'autres, c'est pas grave, mais on comprend un peu l'intérêt de ces groupes-là pour finalement automatiser un nombre important de véhicules. Ensuite, on voit du coup les chariots élévateurs. Donc là, c'est clairement le type Balio, si vous connaissez l'entreprise, les chariots en fait de manutention qu'on voit chez Amazon ou dans tous les entrepôts, il est automatisé. Les balayeuses de rue, les véhicules à benne. Donc ça fait un gros range de véhicules à automatiser, vraiment des véhicules qui sont industriels, donc à part peut-être le bus, mais voilà, industriel, aéroportuaire, mais il y a un énorme marché, donc l'objectif c'est comme on l'a vu avant, de déployer l'architecture capteur, de déployer le logiciel de conduite, et puis après les services qui vont avec. Mais donc du coup le marché de Navia, à terme, ça peut être ça, et puis après ça peut encore aller plus loin. Mais donc on passe un peu d'une entreprise qui fait des petites navettes autonomes à une entreprise en fait qui est capable de déployer une technologie sur divers véhicules. Donc là, ça n'a pas encore été prouvé. Là, sur la partie tracteur, c'est en cours d'être prouvé, mais ça donne l'intention et le potentiel de l'entreprise. Donc là, bon, c'est un peu le tour du monde des expérimentations de Navia. Moi, ce que j'ai envie de commenter là-dessus, et c'est assez important, c'est clairement le déploiement de Navia et ce que ça veut dire. On parle beaucoup de véhicules autonomes, donc côté Tesla, côté Google, on est les meilleurs, etc. On a les meilleurs technos. Pour l'instant, en fait, ces acteurs-là, ils roulent dans une ou deux villes aux US.
sans forcément, je dirais pas apporter de preuves, mais sans transporter du monde, à part Google qui pour le coup travaille très bien. Les autres, on ne sait pas trop. On ne sait pas s'ils servent des vrais clients, on ne sait pas dans quelles conditions, et surtout, on sent qu'ils sont un peu poussés par leurs états. Euh, Navia, c'est différent parce que en fait, ils travaillent avec un nombre de partenaires énorme dans un nombre de villes qui est assez dingue pour un truc qui est juste en expérimentation. Et donc, c'est pas une question d'être poussé par un gouvernement ou une ville, c'est clairement répondre à un besoin réel que beaucoup de villes demandent. Et surtout, le fait d'être déployé au niveau global avec des opérateurs réels, c'est de fortes barrières à l'entrée en fait pour la suite, parce que une fois que ça sera prêt, en 2021-2022, les partenariats seront déjà signés. En fait, Navia est déjà en partenariat avec tous ses partenaires industriels, opérationnels. Le marché sera fait. Il y a combien d'acteurs sur les navettes? On a vu tout à l'heure, il y en a une dizaine. Navia et EasyMile, qui sont deux Français, euh, ont peut-être 75% des parts de marché. Forcément, si un Google ou un gros arrive, ils prendront de la taille. On voit Toyota qui commence à arriver. Évidemment qu'ils vont réussir à pénétrer le marché, mais pas à 100%, pas à 100% sûrement pas. Et Navia et EasyMile ont clairement pris de l'avance grâce à ce déploiement global et aussi aux partenaires qu'ils ont. Et d'ailleurs, on voit un peu les différents partenariats, donc avec Bip, qui est un opérateur américain, euh, Air France, j'en parlais du coup, avec le Tract, le chariot logistique, avec Wheeler à Garden and the Bay, by the Bay à Singapour, Bip qui a transporté des tests Covid pendant la pandémie à l'hôpital en totale autonomie, à Lyon pour relier le Groupama Stadium avec une ligne de bus, Géodis sur la partie autonome tract. Donc là, on approche bientôt de la fin de la présentation. On va parler un peu des chiffres de Navia. Moi, je vais surtout retenir trois choses. La gouvernance qui a été très renforcée. Notamment, je pense à Pierre Lahutte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Lahutte, qui est du coup maintenant le chef de la stratégie. En fait, Pierre Lahutte, c'est l'ancien directeur, enfin le patron PDG de Iveco. Iveco, qui est un très gros constructeur de bus, un des leaders mondiaux, et qui a aussi du coup travaillé chez New Holland dans la partie agriculture. Donc, c'est un expert en fait des véhicules professionnels, expert reconnu mondial, enfin c'est une grosse pointure et il a accepté de rejoindre l'aventure navale, donc ça crédibilise un peu si on veut, le projet. La partie financement, très intéressante, je vais revenir dessus sur la partie présentation du PNL, mais c'est très intéressant ce qui s'est passé cette année en termes de financement. Et sur la partie partenariat, donc il s'est passé pas mal de choses sur l'Autonome Tract qui n'ont pas forcément été communiquées au marché, mais l'Autonome Tract c'est un projet qui avance, donc c'est, je vous rappelle, le chariot logistique. C'est un projet qui a été expérimenté, donc chez Geodis et peut-être chez d'autres, on ne sait pas trop. Une news importante qui a fait quand même décoller le cours, c'est la coproduction avec Esmo, qui est du coup leur partenaire. En Corée, il y a eu des discussions je sais plus, de boursiers ou autres, en disant que Esmo voulait un peu claquer la porte. Bon, ils n'avaient pas trop forcément d'éléments. La seule chose qui s'était passée, c'est qu'ils avaient eu du retard sur le paiement de la deuxième tranche, justement, qui est apparue là. La collaboration, du coup, continue avec une usine de production commune. L'idée étant, en fait, de réduire les coûts de la navette, avec du coup un vrai professionnel. Et donc, c'est là où l'intérêt de Navia et de cette stratégie prend forme. Fournir la techno, et ça de joindre à l'industriel pour que l'industriel construise. Donc Navia va vendre la techno et Esmo va vendre le hardware. Navia software, Esmo hardware. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de donner une version vraiment industrielle et plus prototype de la navette. Enfin, quelque chose qui n'a pas du tout été partagé, ou du moins personne n'en a parlé, c'est un partenariat avec ST Engineering, qui est une très grosse boîte singapourienne d'ingénierie. Ils ont créé en fait Navia Services pour justement développer une gamme de services assez forte. On parlait des services tout à l'heure, donc c'est clairement la stratégie de l'entreprise. Le compte de résultat, donc là, très très intéressant je trouve. Donc sur la partie top line, on voit clairement, bon, on n'est clairement pas sur des niveaux de business encore très intéressants.
pardon, on n'est clairement pas sur des niveaux de business très intéressants. Je pense qu'on aura une très bonne surprise au chiffre d'affaires annuel. Je pense que le business sera en croissance. Là, ça a été clairement ralenti par le Covid. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est clairement la baisse euh, des pertes et notamment du cash burn, donc qui n'est pas forcément visible ici, le cash burn, on le verra sûrement après, euh, tout en fait augmentant les dépenses de recherche et développement. Donc ça c'est clé. Donc c'est-à-dire que l'entreprise perd moins d'argent tout en investissant là où elle doit investir. Donc clairement ils ont réduit les frais inutiles, on le voit ici, entre vente marketing et frais administratifs, et ils ont augmenté les frais de R&D. Donc ce qui est clairement un bon signe pour une entreprise qui avait déjà doublé ses investissements R&D l'année dernière. Donc on sent qu'il y a une montée en puissance de la techno. Ils perdent beaucoup moins d'argent et c'est encore plus visible en fait sur la partie cash, ouais, voilà, qui est là, et donc là qui est super intéressante. Donc le cash flow ici, vous voyez. Donc le résultat net, c'est un indicateur que des gens suivent, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est clairement le cash flow. Euh, Parce que le résultat net peut être grevé d'investissements du passé avec des dépréciations et autres. Donc là, on voit que Navia en fait a tout simplement réduit par 10 millions son cash consommé à fin juin 2021, donc en 6 mois. Euh, on- Ce qui est important dans une entreprise de recherche, parce que Navia est une entreprise de recherche, c'est clairement les perspectives et la validation de la techno ou des médicaments pour une entreprise, une biotech, mais surtout le cash burn, parce que si tu consommes trop de cash, en fait, tu vas toujours lever, toujours lever, toujours lever. Donc là, ils ont réduit à 4 millions, 5 millions, pardon, et dans leur dernier communiqué, ils donnent en fait 22 millions de positions de trésor. Donc là, vous voyez la position de trésor à 23 millions à fin juin, et donc là, à fin novembre, on a 22 millions. Donc soit une consommation de 1 million, auquel il faut ajouter en fait le PIE de 4,5 millions qu'ils ont eu précédemment, donc ça veut dire une consommation en fait de 5,5 millions sur le deuxième semestre à peu près, sachant qu'il y avait eu un report de charges sociales de 2 millions. Donc, sur l'année, Navia devrait être à peu près à allez, 10, 11, 12 millions de cash burn, quand en 2000, je dis ça de mémoire, mais en 2019, ils étaient, il me semble, à... Donc là, on est à 11 millions, ils devaient être à 27 millions entre 25 et 27 millions en 2019 et 32 millions en 2018. Donc on sent clairement la baisse du cash burn et tout en fait investissement en investissant dans la R&D. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Navia, à fin novembre, a 22 millions de trésors. Ils ont signé avec Kepler pour à peu près 18 millions de financement, donc ça représente 5,8 millions, 5,8 millions d'actions. Ce financement avait été négocié à un prix d'émission, enfin pas négocié, mais souscrit à un prix d'émission de 3,1 euros par action, donc ces 18 millions sont théoriques. Depuis, le cours de Navia a flambé et est passé jusqu'à 4,8, redescendu à 3,50 et à 3,8 maintenant. Le cours d'émission est à peu près entre 3,8 et 4 euros, ce qui donne en fait finalement un financement qui est même rélutif et qui donnerait plutôt 22 millions. Donc Navia va arriver finalement euh, en 2021 avec cette trésor-là, puis cette trésor-là, un peu moins ici, mais on va dire un bon 40 millions, 42, 43 millions de trésors pour un cash burn annuel de 10, 11, 12. Donc ça donne une vision sur 3-4 ans. Surtout, ça n'intègre pas un décollage des ventes, ça n'intègre pas des partenariats avec des fronts, avec de la front, etc. Donc l'entreprise est pleinement financée et en vrai encore des perspectives, même pas de financement, mais de faire rentrer du cash, sachant qu'il n'y a pas besoin de monter en régime sur ce business-là parce que c'est de la technologie, la R&D a été investie, il n'y a plus de business usine, donc plus de cash à avancer, créer une usine, créer des véhicules. Là, on est vraiment en fait dans un business model maintenant logiciel qui est en train de se matérialiser. Donc voilà ma vision un peu financière. Et donc on finit un peu la présentation. Donc pourquoi investir dans Navia? Je ne vais pas forcément vous dire pourquoi investir dans Navia, mais ce que je retiens surtout ici, c'est cette partie-là en fait qui est très intéressante. En fait, un business model qui est axé en fait, comme je vous le disais, en fait sur les licences technologiques de logiciels multiplateformes, avec du coup une marge brute
plus élevés. L'idée, en fait, c'est clairement d'être un acteur de logiciel. On connaît un peu le business model des entreprises de logiciels. Vous prenez des Esker, vous prenez des Ateme, enfin, et même d'autres, hein. Enfin, je pense aux Français, mais des Salesforce, etc. La valeur de l'entreprise, c'est sa R&D, c'est ses ingénieurs. Une fois que le produit est vendu, la licence, en fait, elle est margée à 100%. Donc dès lors que l'entreprise commence à faire du vrai chiffre d'affaires, et je ne pense pas au chiffre d'affaires qui est fait maintenant sur la vente de navettes, euh, en fait le business model est potentiellement ultra rentable et surtout, et ce qui fait la force des entreprises de logiciels, le business est récurrent. Et donc dès lors que l'entreprise a atteint son point d'inflexion, et ben en fait le cash rentre et donc du coup on peut continuer à investir, proposer des nouvelles solutions technologiques. Et donc moi comment je vois la chose, c'est que Navia va atteindre à un moment un pivot de rentabilité. Il suffit en fait de pas beaucoup, une base installée, moi je pense de 500, 1000 navettes avec des services récurrents permettront en fait de stabiliser les 15 millions de coûts à peu près annuels. Va pouvoir ensuite accélérer avec la trésor qu'ils ont et puis autres sur d'autres véhicules au même titre qu'une entreprise de logiciels va pouvoir en fait, et je prends l'exemple de Esker qui fait du paiement, enfin la gestion de paiement, va maintenant s'attaquer à l'aspect plus supply chain ou commerce de détail. En fait, on peut apporter après des briques, et ben Navia va faire pareil, c'est-à-dire ils ont commencé par le bus, ensuite ils font le tracteur, puis ensuite ils vont faire peut-être le chariot élévateur, demain des bus plus grands, d'autres véhicules, ça va venir par briques et en fait ça va venir rajouter de la valeur à chaque fois à l'offre. Donc ça c'est intéressant à ce niveau-là, et puis forcément, c'est pas souvent valorisé dans les entreprises françaises, mais il y a quand même la R&D qui se valorise dans cette entreprise-là, avec 15 ans de R&D sur une technologie de pointe et plus de 125 ingénieurs qui travaillent dessus. Donc voilà pour Navia. S'il faut retenir deux trois trucs, pour moi, c'est le timing qui est assez bon. Clairement, on voit donc à la lecture, notamment du compte de résultat, que le passé de perte, enfin, il y aura toujours de la perte dans quelques années, mais on voit que le gros des pertes en fait est derrière. On sent une inflexion à la fois politique avec les lois qui commencent à arriver, technologiques aussi. Je lisais un article hier de EasyMile, qui est le principal concurrent de Navia, qui parle de 12 à 18 mois pour la commercialisation. Donc on commence à parler de commercialisation. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc là, il y a vraiment une timeline, si on veut, qui est assez prédéfinie. Et Navia est financé en fait pour aller à cette timeline-là. Donc je dirais jamais qu'il n'y a pas de risque. Hein. C'est pas vrai. C'est une entreprise de recherche, donc il y a toujours des risques. Mais je trouve que les risques sont assez mesurés. Les barrières à l'entrée sont très fortes sur le business. On prend souvent l'exemple de Arco, c'est du MP3, etc. C'est pas la même chose. Faire un MP3, bon, à l'époque c'était compliqué, mais en fait c'est facilement copiable, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Pour aller convaincre un opérateur Keolis de choisir finalement du Peugeot plutôt que du Navia, alors que ça fait 5 ans qu'ils bossent avec Navia, que Navia c'est prouvé, c'est bon, ils vont pas en fait s'embêter 3-4 ans encore à tester PSA, où ils le feront, mais Navia sera déjà là. Donc il y a des barrières à l'entrée, ça existe, c'est un peu comme dans l'aéronautique, il faut faire valider les systèmes a priori, parce que on ne peut pas faire valider un algorithme de conduite autonome en le faisant rouler 15 ans pour voir si ça marche. Donc c'est complexe, c'est pas facile, c'est difficilement pénétrable. Donc ça fait quand même voilà, beaucoup d'éléments qui me font penser que les risques sont assez limités. Donc maintenant, après, c'est à vous de vous faire votre idée. Moi, je pense que 2021 serait une belle année pour les véhicules autonomes, et notamment pour Navia. Donc voilà pour la présentation. Je vais la poster sur Twitter. N'hésitez pas à réagir, à la partager, puis je répondrai à toutes les questions, enfin toutes les questions, aux questions si vous en avez. Merci à tous et du coup bon week-end à tous.